Voilà, commence la séquence des François. Les François, il y aura François Constantini pour conclure cette matinale, mais nous avons déjà notre GOAT, François Martin, présent ce jeudi. Il a été sevré mardi de Sylvain Ferreira, chacun avec ayant lequel je m'entends très bien, oui, qui est une portion congrue, mais bon, très voilà. subtile et intelligente. C'est ça, et il ne cesse de monter en gamme en plus. Oui, oui. L'animal est brillant et Oui. avec un charisme certain, des coups Oui. de gueule qu'on apprécie Tout à fait. sur géopolitique profonde, ça c'est évident. Alors on va justement l'homme des paradigmes, celui qui voit au travers qui voit les basculements avant tout le monde, qui voit les fractures là où elles se trouvent, il les pressent et il nous les expose de façon très didactique, très pédagogique. On a eu Oscar Freisinger qui nous a expliqué très clairement aussi les choses. Donc c'est ça, il faut cette pédagogie parce que le mot pressant est important. C'est une phrase de Saint Grégoire de Nice qui dit ceci: les concepts ne sont que des idoles de Dieu. Seule la stupeur pressent quelque chose. C'est la stupeur qui pressent. C'est l'émerveillement, c'est l'étonnement absolu. Et je dirais que les grands changements de paradigme sont des choses que l'on pressent et ensuite on les analyse. Mais au départ, on les pressent. Je suis d'accord avec toi. Et donc, entre autres, et on aura, je l'annonce tout de suite, vendredi soir à 19h sur le plateau de Géopolitique Profonde, je vais organiser un débat avec, eh bien, il y aura François Martin, il y aura Laurent Arthur Duplessis, l'homme de la Troisième Guerre mondiale, qui a déjà commencé depuis 30 ans. Et nous aurons Philippe de Lara Stam aussi. Mais justement, il y aura toujours, et ça c'est intéressant, c'est que finalement, François Martin a basculé du côté de oui, la guerre aura lieu, mais c'est pas une guerre géopolitique, ça sera pas une guerre militaire, ça va être une guerre culturelle. Donc je sens qu'entre nos deux géopolitologues, il va y avoir encore des explications de texte. Donc je me régale déjà d'attendre vendredi soir, mais peut-être déjà exposer, François, ce que on voit, moi qui suis beaucoup votre pensée, parce que je vous ai souvent dans tous les formats, aussi sur Radio Courtoisie, on sent petit à petit que vous arrivez à quelque chose qui serait, oui, il y a une guerre. Oui, et d'ailleurs, on est en plein dedans, mais ce n'est pas du tout la guerre qu'on imaginait. C'est ça, c'est ce que je pense aussi. Mais j'aime bien toujours reboucler par rapport à ce que j'entends précédemment et j'ai écouté donc Karl Lang avec beaucoup d'intérêt. Je pense qu'ils ont fait un certain nombre d'erreurs et qu'aujourd'hui, ils font une erreur et ça va avoir un lien par rapport à ce que je vais dire par rapport à la guerre culturelle. D'abord, je pense que je l'entends dire le marxisme, mais quand on lit Solzhenitsyn, ce que j'ai repris donc dans mon livre, il n'y a pas le marxisme. Il y a d'un côté, il part d'abord, c'est la Révolution française qui est le problème. Hein, et je rappelle le livre de Jean Dumont que j'aime énormément qui s'appelle La Révolution française ou les prodiges du sacrilège. Et je vais dire pourquoi je dis ça. Mais surtout, il développe, Solzhenitsyn développe les deux branches, l'une qu'il appelle le parti et l'autre qu'il appelle le marché. Et aujourd'hui, c'est contre le marché que nous combattons et c'est contre le marché que Trump combat d'une façon peut-être paradoxale. Parce que le marché, c'est l'une des deux branches du mondialisme, en fait. C'est le mondialisme à deux branches, une branche idéologique et une branche commerciale. Et elles vont ensemble parce que la destruction de l'écosystème social, familial, etc., a pour but de laisser des individus seuls et désaffiliés en face du marché et en face de ses produits, pour en faire des éléments d'impulsion. Et l'intelligence artificielle, d'ailleurs, va dans ce sens-là. Il s'agit de faire de l'individu une espèce de force commerciale, force spontanée qui a une espèce d'envie d'acheter ou une envie de lire ou une envie de... On est dans la perte de l'individu et de la personne complètement. Mais donc, je pense que les penseurs comme Lang auraient intérêt, ils sont restés sur un logiciel marxiste, mais on n'est plus là-dedans. Je pense qu'ils se trompent d'époque. Tu ne crois pas, François, que finalement le marxisme a muté en wokisme aujourd'hui et qu'il est à l'ouest alors qu'il était à l'est? C'est pas comme ça que présente Solzhenitsyn. Solzhenitsyn est plus profond que ça. Il dit c'est la philosophie des Lumières au départ qui prône un bonheur de l'homme sur terre.
Donc, l'une des branches a dit c'est par le parti, donc ça c'est la branche socialiste, marxiste, etc. Et l'autre branche a dit c'est par le marché, c'est par le marché, c'est par le développement des envies de l'homme, de ses pulsions, etc. Donc, il faut le libérer de la sexualité reproductive, de la famille, enfin de tout ce qui l'empêche d'acheter compulsivement et de se défoncer, etc. C'est vraiment comme ça, je pense qu'il faut voir les choses, parce que si tu essayes sinon tu rends le Marx responsable et c'est plus profond que ça. Enfin, voilà. Non, mais ça peut être la philosophie des Lumières a pu, c'est peut-être comme de façon virale un virus qui mute, c'est-à-dire ce qu'on appelait la philosophie des Lumières a à un moment donné eu un versant flagrant qui fut au sein de l'Union soviétique le marxisme, marxisme-léninisme, stalinisme, et qui s'est à nouveau muté maintenant sur Davos et sur tout ce que tu dénonces sur le plan culturel. Parce que mais la philosophie, je dirais, libérale et en fait, ce n'est pas le marxisme qui a muté, elle est parallèle, elle est consubstantielle à ce développement des Lumières. Elle est au cœur de la philosophie américaine, d'une certaine forme de philosophie américaine. Et c'est dans ce sens-là que Trump est intéressant, parce que aujourd'hui, autour de lui, sont essentiellement des catholiques. Donc, on revient à la notion de famille, on revient à la notion de patrie, on revient à ces notions fondamentales. Et je pense que c'est là aussi, aujourd'hui, où le Front National se trompe. Regarde, moi, j'étais très frappé par une chose, c'est que tout le Front National a voté en chœur, sauf quelques-uns qui sont des vrais résistants, la constitutionnalisation de l'avortement. Donc, ils sont en plein dans l'erreur moderne. Aujourd'hui, et l'autre chose, je pense, qui est la grande erreur, après on parlera de l'avenir, c'est l'histoire de la dédiabolisation. Parce que quand tu dis je veux me dédiaboliser, ou que tu acceptes qu'on dise que tu te dédiabolises, ça veut dire que tu acceptes que tu es le diable d'une certaine façon. Tu acceptes le narratif de ton adversaire. Or, Trump a fait le contraire. Moi, c'est son coup de génie, c'est-à-dire, non seulement il a accepté la diabolisation, mais il l'a même exagéré, et à chaque fois qu'on le mettait devant un tribunal, il levait les bras au ciel presque en disant « Alléluia, je suis la victime ». Et il a pris ses adversaires à leur propre piège en disant pas « Je me dédiabolise, mais c'est vous qui êtes le diable ». Il les a contre-diabolisés, et il a pris dans sa cause le peuple. Il a dit « Puisqu'on veut m'éliminer, c'est donc que je vous défends ». Tout simplement parce que le peuple s'est rendu compte aux États-Unis, en France pas encore, semble-t-il, que les gouvernants prenaient les peuples, nos pseudo-démocrates. Le peuple, c'est le diable. C'est le diable, le peuple. Ça, mais bien sûr. Mais il l'a dit aussi parce que lui a tenu sur ses convictions. Ah oui. Il n'a pas dit à un moment donné « vive l'avortement », tu comprends ? Au départ, dans ce que dit Lang, il y a un aspect dont il ne parle pas, c'est les valeurs fondamentales. Tu peux pas transiger sur les valeurs fondamentales. Il faut que tu partes de là. Il faut que tu partes de là. Il faut que tu partes de la famille. Il faut que tu partes de la sexualité reproductive, la vraie, la seule qui existe. Dans les principes, je veux dire, il faut que tu parles de la vie. Voilà, il faut que tu reparles de là. Et Trump a été plus courageux que qui aujourd'hui en France est prêt à dire il faut défendre les fondements de la société, quitte à ce que les Français ne le comprennent pas pendant un certain temps, mais reviennent. Moi, je suis étonné chaque fois que je dis ça, de voir des centaines et des centaines de personnes qui m'écrivent et qui disent vous avez raison. Donc, ça veut dire que c'est pas un discours qui est susceptible de nous, de nous marginaliser. Il faut dire la vérité. Il faut parler des fondamentaux. C'est ça que le peuple attend, c'est ça que les gens attendent. On reconstruit sur les fondamentaux. Ce que le Front National est en train de faire aujourd'hui, il est en train de gagner d'un côté ce que Jean-Marie lui a donné et en train de perdre de l'autre sur le plan de la dédiabolisation. Et le jour où il va être proche du pouvoir, il n'aura plus d'énergie à l'intérieur parce qu'il aura tout lâché pour ressembler à ses ennemis. Pour moi, c'est une erreur. Voilà. Bien sûr. Voilà, c'est ça, à mon avis, le problème. Et l'autre problème, c'est que je trouve qu'il ne critique pas directement la philosophie libérale telle qu'elle existe aujourd'hui. Voilà.
Ça, c'est l'élément. Mais ils ont toujours voulu distinguer parce que on parle de Karl Land, mais on pourrait parler d'Yvan Blot. S'il y a sur la Russie, il y a les valeurs traditionnelles, il y a quand même cet aspect-là des choses. Il ne faut pas être si injuste. Par contre, là où Voilà. tu mets le doigt sur autre chose, c'est le problème du fait que cette droite nationale, longtemps, elle est nationale libérale. On connaît d'ailleurs. Oui, d'une part, et puis elle a fait d'autres erreurs. Par exemple, elle est tellement obnubilée par son comment dire, son anti-gaullisme primaire et viscéral que elle est rentrée complètement dans le piège mitterrandien en disant l'immigration, immigration, immigration, alors que c'est là-dessus que les attendait. C'est le piège énorme que Mitterrand leur a tendu. Le général de Gaulle était plus malin que ça. Il parlait de la France éternelle. Ça coûtait pas cher et c'était vrai. Il parlait de la France éternelle. Le grand problème de l'époque, par exemple, j'ai relu cette réflexion extraordinaire de janvier 63 de Gaulle à Perfit. Nous avons procédé à la première décolonisation jusqu'à l'an dernier. Nous allons passer maintenant à la seconde. Après avoir donné l'indépendance à nos colonies, nous allons prendre la nôtre. L'Europe occidentale est devenue, sans même s'en apercevoir, un protectorat des Américains. Il s'agit maintenant de nous débarrasser de leur domination. Mais la difficulté, c'est que les colonies ne cherchent pas vraiment à s'émanciper. Il dit ça, mais il dit ça en 63, alors qu'il est pouvoir depuis 58. Donc, il s'attaque pas à la colonisation américaine, qui est pourtant le grand sujet pour lui le plus important. Il dit ça en 63, donc il est malin, et le reste du temps, il parle de la France éternelle. Donc, moi, j'aurais attendu qu'à l'époque, on parle moins de l'immigration pour pas se mettre dans les pattes de ses adversaires et qu'on parle de la France éternelle. Là, Jean-Marie Le Pen aurait récupéré les gaullistes. Mais ça je pense que il avait ça quelque part là, ça passait pas. Tu penses que cette droite identitaire aujourd'hui qu'on voit s'exprimer sur pas mal de canaux, CNews et autres, et on ne citera pas un certain nombre de médias alternatifs, ont tort de dire, reprocher à juste titre le fait que la Russie n'est pas l'ennemi existentiel, mais que l'ennemi existentiel, c'est l'immigration, c'est l'islamisme. Il y a aujourd'hui, on sent, chez ces dirigeants de la droite nationale, justement, qui devraient pourtant faire partie de l'équation salutaire. Elle n'est pas seule, mais elle devrait faire partie de l'équation salutaire. Et ils se trompent, justement, en mettant en balance le problème existentiel, c'est l'immigration, c'est l'islam, et c'est pas la Russie de Poutine. C'est habile, mais c'est pas très malin. Mais oui, il se trompe, il se trompe complètement. L'ennemi aujourd'hui, je dirais, c'est nous-mêmes. C'est ce qu'a dit Rubio, c'est ce que dit Vance, c'est à l'intérieur de notre propre système. Ce sont nos forces, je dirais, socialistes qui sont diaboliques, à mon avis. Elles sont diaboliques. C'est ça que j'essaye de montrer. Notre civilisation est fondamentalement chrétienne, il faut partir de là. C'est ça nos valeurs. Je rappelle à ceux qui sont intéressés par la lecture un livre tout à fait extraordinaire, qui était aujourd'hui un peu difficile à trouver, mais qui vraiment tout le monde devrait avoir lu. Je l'avais offert à Védrine, tellement, quand je l'avais rencontré, tellement je l'avais trouvé formidable, qui m'avait dit d'ailleurs qu'il avait reçu une éducation chrétienne. Ce livre s'appelle Le triomphe de la raison, d'un philosophe, d'un sociologue américain qui s'appelle Rodney Stark. Et ce livre, on va en parler un peu parce que je pense que c'est la base de tout. Il montre d'abord que la presque totalité des inventions qu'on attribue à la Renaissance sont des inventions du Moyen-Âge. Et extraordinaires. Et il montre que, en fait, ce qui a étonné toutes les civilisations alternatives qui ont rencontré notre civilisation à la fin du Moyen-Âge, c'est en fait l'extraordinaire supériorité qui était celle de notre propre civilisation par rapport aux autres. Et pour une raison particulière et simple, c'est que nous sommes la seule qui a en fait marié foi et raison. Parce que dans toutes les autres philosophies
ou système politique ou système religieux, il cite le cas par exemple de la civilisation chinoise, à un moment donné, les religieux se sont montés contre le progrès parce qu'ils ont considéré que le progrès leur faisait de l'ombre ou était un risque politique. Et nous sommes les seuls où l'Église, je rappelle des centaines et des centaines d'universités en Espagne, en Allemagne, en France, en Italie, partout, ont développé le savoir à tout va. Donc, notre pouvoir religieux n'a pas eu peur du pouvoir politique et technologique. Et d'ailleurs, quelque part, si elle a payé cher je veux dire, ce choix. Mais Rodney Stark rappelle une phrase de Saint-Augustin qui disait « Quel genre de bêtes serions-nous si nous ne devions pas chercher à comprendre ce à quoi nous croyons ?» C'est-à-dire la raison fait partie de notre foi. D'ailleurs, le mot logos, le mot qui est au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Le mot Verbe, c'est là dans l'évangile de Saint Jean, donc le début, je lis pas le grec, mais dans la version grecque, qui est la version initiale de Saint Jean, c'est le mot logos. Et c'est le même mot pour raison. Donc en fait, c'est comme si l'évangile disait au commencement était là. La raison était auprès de Dieu et la raison était Dieu. Donc, la raison fait intrinsèquement partie de notre civilisation. Et si tu veux. Mais c'est pas la raison des Lumières, c'est pas l'être suprême. Voilà, c'est ça, exactement. C'est la faculté de raisonner de l'homme et de penser et de construire. Et Jean-Paul II dit ça en disant que il inverse la phrase qui consiste à dire je pense donc je suis, et il dit que elle aurait dû être je suis donc je pense. C'est-à-dire le fait de penser provient de Dieu. Voilà. Et ça remet les choses absolument à leur place. Et c'est ça la racine de notre extraordinaire puissance à la fin du Moyen-Âge et de tout ce que nous avons construit théologiquement, philosophiquement, etc., qu'on a récupéré en partie de l'héritage grec, on est d'accord, mais pas seulement. Et c'est à cause de ça qu'on a récupéré l'héritage grec, sinon on l'aurait rejeté. Et la raison, telle que tu l'expliques, c'est l'intelligibilité de Dieu. Il nous est accessible et des choses par conséquent. Et le problème, c'est que et pourtant Karl Lang et beaucoup sont dans la théologie. Moi, ce que je crains, c'est que parmi ce monde catholique, il a été entre autres gangréné par une terrible hérésie qui est le fidéisme, et que ça explique beaucoup de choses. Ça explique beaucoup cette droite nationale, même si elle est chrétienne. Elle ne veut pas mélanger les deux. Elle ne veut pas justement faire ce coup de force que tu fais, que je fais aussi et que j'apprécie chez toi, c'est-à-dire dire mais moi j'assume cette notion d'assumer. J'assume. Bien sûr, nous assumons et nous revendiquons même. C'est de là. Et si tu veux, par rapport à ça, la philosophie des Lumières et la révolution qui est derrière sont véritablement une destruction, une prise de pouvoir de l'homme seul, en fait. C'est ça, Prométhée, en fait. Voilà. Et ça, Solzhenitsyn le montre extrêmement bien parce que et tout ce que nous voyons aujourd'hui, en particulier l'extraordinaire et épouvantable fracture sociale, vient de là. Et à mon avis, c'est une des raisons pour lesquelles la caste, comme l'angle emploie le mot, se referme sur elle-même parce que sa philosophie du bonheur sur terre est totalement mise en cause par la fracture. C'est insupportable pour quelqu'un qui a dit nous amenons le bonheur sur terre pour tous et de voir qu'il est incapable de réduire la fracture sociale, c'est insupportable. Donc il y a une espèce d'enfermement de la caste, mais tout ça, c'est sur cette critique-là que j'aurais aimé les entendre, plus que sur l'immigration. Ils se sont un peu enfermés, je dirais, dans la question de l'immigration. Aujourd'hui, le combat est véritablement civilisationnel. C'est celui-là qu'on est susceptible de gagner. Et ça répond à ta question, c'est-à-dire la question, c'est pas l'islam, c'est d'abord cette philosophie, c'est le cancer qui nous ronge depuis 250 ans. Et si on ne l'attaque pas, si on n'y répond pas,
on peut pas résoudre. Alors après, tu as l'islam qui arrive et puis tu vas voir d'autres philosophies. Tu vois. Mais ça, ce sont, je dirais, des maladies de l'extérieur. Mais la maladie principale qui nous fragilise, c'est notre maladie de l'intérieur. C'est celle-là qu'il faut combattre. C'est un peu l'idée que je raconte quand je dis qu'il existe moi qui suis un plongeur sous-marin, il existe une algue tueuse qui s'appelle la Caulerpa taxifolia, qui est une algue, semble-t-il, qui faisait partie d'un des aquariums de Monaco qu'on a stupidement rejeté à l'eau pour nettoyer. Et en fait, elle a envahi une partie de la Méditerranée, mais elle a envahi la Méditerranée parce qu'on avait nous-mêmes détruit notre habitat traditionnel qui sont, tu sais, ce qu'on appelle les herbiers de Posidonie, les magnifiques herbiers de Posidonie dans lesquels on trouve tous les poissons, etc. Ben, la Caulerpa taxifolia islamiste, je dirais, elle s'est répandue parce que nous avons détruit nos herbiers de Posidonie traditionnels. Donc, c'est ça qu'il faut reconstruire d'abord. Ce sont les herbiers de Posidonie. Et pour ça, tu peux pas faire ça en disant, ben, écoute, OK, on constitutionnalise l'avortement, le droit à mourir dans la dignité. Mais qui s'arroge qui fixe les règles de la dignité? Qui fixe les règles de la dignité? C'est ça la question qu'il faut poser à ces gens-là. Si c'est vous qui fixez les règles de la dignité, est-ce que vous concevez que si nous prenons le pouvoir, nous considérons que vous êtes indigne par la façon dont vous voyez l'homme et qu'il faut donc qu'on vous igouille en toute honnêteté et en tout droit, parce que vous êtes monstrueux dans votre façon de penser. Quand Taubira dit à quelqu'un qui l'a critiqué, vous vous êtes mis vous-même en dehors de l'humanité. Vous vous êtes mis dehors dans l'humanité, en dehors de l'humanité, mais elle le pense. Il ne s'agit pas simplement d'une critique idéologique comme Lang dit, il le pense. Et j'en arrive là. C'est la raison de notre enfermement aujourd'hui politique. C'est que franchement, je suis persuadé que des gens comme Macron ou comme nos dirigeants, Van der Leyen, etc., sont persuadés que quelque part, des gens comme Trump ou des gens comme Poutine ne font pas véritablement partie de l'humanité au sens propre du terme. Pour eux, ils sont démoniaques quelque part. Mais c'est nous qui sommes démoniaques. La vérité politique, c'est que quand tu as un problème politique, comme je le dis dans un article que je t'ai envoyé, il y a un proverbe arabe qui dit « la main que tu ne peux couper, baise-la ». Ça, c'est un principe en politique. Quand tu es un grand et que toi, tu es petit, même si tu l'es momentanément, tu vas embrasser la main du grand. Et puis, tu te dis, pendant ce temps, je vais construire mon indépendance. Mais c'est pas ce qu'on fait. On se dresse sur nos ergots en disant je t'emmerde, je vais dire le mot. Mais si tu fais ça, tu seras écrabouillé. Mais ils ne peuvent pas. C'est pour ça qu'ils n'ont pas préparé la victoire de Trump depuis des années. Ils la voient venir. Mais dans ces cas-là, tu vas dresser des passerelles, tu vas parler, tu vas échanger. Avec Poutine, ça fait 3 ans. C'est ce que Trump nous reproche. Pourquoi vous n'avez pas été lui parler? Ça fait 3 ans. Mais on ne peut pas. C'est insupportable parce que ces dirigeants, pour nos dirigeants à nous, sont en dehors de l'humanité. Ça dépasse l'idéologie, ça dépasse la critique. C'est intrinsèquement impossible d'aller leur parler. Comme de parler la visite de Macron au début de la guerre, il va voir Poutine et il lui dit « Je ne peux pas empêcher les Ukrainiens de choisir leur propre destin. » C'est-à-dire, Poutine lui dit, on va parler d'une architecture de sécurité qui protège la Russie. Et Macron lui dit, je peux pas empêcher l'Ukraine, en d'autres termes, de rentrer dans l'OTAN s'ils ont envie. C'est-à-dire, votre affaire, on s'en fout. C'est ça qu'il lui dit. Ah bah c'est Ponce Pilate, il s'en lave les mains. Voilà, c'est pire que Ponce Pilate. C'est voilà. On accepte le principe de la guerre, mais tu la feras pas. D'un manque de bol, il l'a faite. Donc, on est véritablement dans cette logique-là aujourd'hui. Et ce qui est très intéressant, et c'est le sens de ma réflexion, c'est que je pense que
malgré les aléas, diront géopolitiques, parce que les questions géopolitiques se règlent pas comme ça du jour au lendemain, je pense que les accords entre les États-Unis et la Russie vont se faire finalement assez facilement. D'abord parce que il y a un intérêt fort des États-Unis. Trump, ça, ce sont ses amis et ses collaborateurs qui le disent, détestent la guerre. Il le dit, c'est son envoyé pour Gaza qui le dit. Il le dit tous les jours. Il me dit qu'il faut arrêter les guerres. Il déteste la guerre profondément. Alors on dit, regardez, c'est un brutal, mais un brutal dans les mots, dans les présentations, ne veut pas dire que tu aimes la guerre. Tu peux être pacifique. Et il le dit spontanément. Adam Bonner, il le dit. Donc, je le crois, moi. Il va pas faire semblance pour dire tous les jours arrêter les guerres. Il déteste ça. Alors, contre, il adore le commerce. Il veut faire du commerce. Et le commerce, pour lui, c'est sur un ring. C'est comme ça le commerce. Donc, il va transformer le monde comme ça parce que ça convient à tout le monde, parce que c'est l'esprit des BRICS. Sauf que dans les BRICS, en plus, il y a la diplomatie qui est là pour arrondir les angles. C'est ce qui se passe, ce qui se passe en ce moment entre l'Inde et la Chine pour résoudre les problèmes de frontières. Mais il est à l'aise dans ce monde-là. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Rubio dans le texte de l'article qui va paraître dans le Nouveau Conservateur. Oui, voilà. c'est le fameux fin du monde unipolaire qui était une aberration historique. Il n'est pas normal que le monde ait simplement une puissance unipolaire. C'était une anomalie. C'était un produit de la fin de la guerre froide, mais à terme, il fallait revenir à un monde multipolaire avec plusieurs grandes puissances dans différentes parties de la planète. C'est ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui avec la Chine et dans une certaine mesure la Russie. Ça veut dire on enterre le conflit, on enterre la rivalité tutélaire entre les États-Unis et la Russie. Et on enterre le système hégémonique. Je rappelle ce… Donc ça veut dire, juste pour résumer très rapidement et avancer petit à petit, ça veut dire que là, par rapport à la problématique de départ qu'on a énoncée, l'idée d'une troisième guerre mondiale qui serait la suite logique de la guerre froide avec le choc des titans que seraient les États-Unis, les deux grandes puissances nucléaires et la Russie, qui bien sûr la suite de l'Union soviétique, ça n'aura pas lieu du fait de ce qu'on voit aujourd'hui. Rubio dit c'est fini. Et la base de ça, je rappelle, c'est la phrase de Brzezinski que je cite dans Le temps des fractures, que j'avais lu d'ailleurs au départ dans le livre de Fabien Bouglet qui la cite. L'Europe est la tête de pont géostratégique fondamentale de l'Amérique. Pour l'Amérique, les enjeux géostratégiques sur le continent eurasien sont énormes. Plus précieuse encore que la relation avec l'archipel japonais, l'Alliance Atlantique lui permet d'exercer une influence politique et d'avoir un poids militaire directement sur le continent. Pour le dire sans détour, l'Europe de l'Ouest reste dans une large mesure un protectorat américain, voilà, et ces États rappellent ce qu'étaient jadis les vassaux et les tributaires des anciens empires. L'Europe deviendrait à terme l'un des piliers vitaux d'une grande structure de sécurité et de coopération placée sous l'égide américaine et s'étendant à toute l'Eurasie. Ça veut dire on a vocation à être… À travers nos émissions, on essaie de vous fournir le meilleur de l'actualité sans langue de bois. Malheureusement, YouTube est notre limite. C'est pourquoi avec notre équipe d'experts, on passe à la vitesse supérieure à travers notre revue mensuelle. De l'économie à la politique en passant par les domaines scientifiques, on vous livre des analyses inédites sans aucun tabou en version papier et livrées à votre domicile. On s'évertue à être cohérent dans notre démarche d'émancipation financière et intellectuelle, et c'est pourquoi on veut vous accompagner devant comme derrière l'écran, grâce à notre lettre confidentielle.